Donc, je suis Émilie Habert, chargée de mission pour la Fondation AG2R La Mondiale. Habituellement, les propos introductifs sont assurés par notre président, Monsieur Thierry Janté, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui vous salue toutes et tous, et puis qui est dignement représenté par Madame Sylvie Pinquier-Bada, qui prendra la parole pour la Fondation un petit peu plus tard. Donc, la Fondation d'entreprise est ravie de vous proposer aujourd'hui ce 12e épisode de sa série, sa web-série intitulée Le petit journal illustré des objectifs de développement durable. Donc, nous menons à la Fondation cette émission depuis maintenant plus de 2 ans et aujourd'hui, nous vous proposons un numéro qui est appelé Santé pour tous ou comment accompagner bien tous les publics, y compris et surtout les plus éloignés des systèmes de santé, à prendre soin d'eux. Donc, au travers de ce numéro, bien, nous allons vous faire découvrir des initiatives de nos partenaires associatifs qui visent à rapprocher le secteur social du secteur sanitaire par différents dispositifs. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de donner la parole à Madame Pinquier-Bada et nos partenaires, je voulais simplement vous donner quelques éléments de contexte et puis vous préciser l'attachement bien tant du groupe que de la Fondation aux objectifs de développement durable. Donc, il faut savoir qu'AG2R La Mondiale, bien, c'est un groupe qui est engagé pour le développement durable depuis de nombreuses années dans ses différents métiers, c'est-à-dire d'investisseurs, d'assureurs, mais aussi d'employeurs. Le groupe est signataire des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies depuis leur création en 2003 et prend en considération bien de nombreuses préoccupations sociales, environnementales dans l'exercice de l'ensemble de ces métiers. Il y a également une raison d'être qui a été inscrite dans les statuts et qui constitue une boussole, un cap stratégique des évolutions du modèle d'affaires. Et le groupe s'appuie également sur ses objectifs de développement durable bien pour accélérer sa démarche de RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, parce que ces objectifs de développement durable, bien, c'est un cadre universel d'engagement choisi par la France en matière de développement durable. Alors, la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale, elle, exclusivement dédiée à soutenir des projets d'intérêt général, a également inscrit en juin 2020 les ODD dans sa feuille de route. L'idée, c'est de faciliter leur compréhension, leur appréhension par les parties prenantes du groupe et surtout de mettre en valeur bien la contribution fondamentale et ancienne du monde associatif comme des acteurs de l'économie sociale et solidaire à leur réalisation. Donc, d'où nous viennent ces objectifs de développement durable? En 2015, ce sont les Nations unies qui ont proposé et adopté un agenda de développement durable à horizon 2030. Donc, cet agenda, en réalité, c'est un programme de 17 objectifs de développement durable qui sont eux-mêmes ensuite déclinés en sous-objectifs. Donc, ces objectifs, bien, ils s'adressent en priorité aux États qui ont signé cet agenda, mais en réalité, ils impliquent tous les acteurs de la société civile pour leur réalisation, les entreprises, les syndicats, les ONG, les citoyens, les associations, et sur la base d'un fil rouge qui n'est pas de prospérité sans protection de la planète. Donc, la transition écologique, elle se doit d'être juste. Et nous devons sécuriser les populations et ne laisser personne au bord de la route pour assurer la transformation de nos modèles. Donc, si la lutte contre la pauvreté ne peut se dissocier de la lutte contre le changement climatique, elle va dépendre aussi de la capacité collective de la société à modifier les systèmes productifs. Et l'ensemble de ces transitions repose bien sur un bon niveau d'éducation, de formation, sur des partenariats, des alliances à toutes les échelles de l'humanité. Alors, ces 17 objectifs, ils sont imbriqués, ils sont indissociables. Et pour la bonne atteinte d'un des ODD, il faut prendre en compte sa relation et sa connexion avec les 16 autres. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons décidé d'isoler un objectif de développement durable qui est l'ODD 3, bonne santé et bien-être, et qui a pour fil conducteur de permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Donc, en fait, cet objectif, il vise à assurer la santé et le bien-être de tous, améliorer la santé procréative maternelle et infantile, réduire les principales maladies, qu'elles soient transmissibles, non transmissibles, environnementales, mentales. Et donc, ces enjeux sanitaires pourront être réalisés à condition de mettre en place des systèmes de prévention
qui vise à réduire les comportements déviants ou à atténuer les facteurs de risque pour la santé, mais aussi d'assurer un accès universel à une couverture médicale et aux services de santé, afin de soutenir la recherche, puis d'assurer le développement de vaccins et de médicaments pour améliorer la gestion des risques sanitaires, notamment dans les pays en développement. Et donc, la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale, elle a inscrit un axe santé dans sa feuille de route en 2020, qui s'intéresse bien aux initiatives qui visent à sensibiliser et former les citoyens à la maîtrise des risques de santé, agir tous les âges pour mieux vivre et plus longtemps. Donc, cette orientation a été placée sous la responsabilité d'un chef de file, le professeur Philippe Amouyel, de l'Institut Pasteur de Lille, accompagné par Madame Sylvie Pinquier-Bada, personne qualifiée pour la fondation et puis qui est présidente du jury santé. Donc, il a été en 2022 sur notre dernier appel à projet, mais également sur 2021 et le sera encore en 2023. Donc, Sylvie, j'ai le plaisir de vous passer la parole pour peut-être aller un peu plus en détail sur cette thématique santé et grande précarité, les actions de la Fondation en la matière, avant de passer la parole à nos partenaires associatifs. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à tous et à toutes. Donc sur cette thématique effectivement de l'appel à projet et des actions qui sont remontées auprès de la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale, cette situation, donc cette thématique santé et grande précarité, quelques éléments de contexte statistique. Dans notre pays, on compte plus de 10 millions de personnes estimées en grande précarité. Elles étaient en 2018 un peu plus de 9 millions, donc le taux de pauvreté qui s'établit est égal à peu près à 15%, près de 15% en 2018, et aujourd'hui, il est estimé à 17%. Cette situation de précarité, je dirais malheureusement, elle est en augmentation dans notre pays, puisqu'elle est estimée à 0,7 points d'augmentation par an. C'est vrai que la crise du Covid a énormément accentué ces situations. Et cette situation de grande précarité, elle touche plus particulièrement 4 catégories de la population. Les jeunes adultes. Nous avons beaucoup, effectivement, il y a eu beaucoup de communication sur la situation, par exemple, des jeunes étudiants pendant la période Covid, et encore aujourd'hui, bien sûr, les jeunes adultes, les personnes seules qui sont très isolées, les familles monoparentales, et puis les personnes immigrées. Alors, cette situation de précarité, cette situation de pauvreté, elle s'accompagne évidemment d'une grande souffrance personnelle des familles qui sont exposées, des personnes qui sont exposées à cette situation économique. Et cette situation peut aller jusqu'à une mauvaise image de soi, une perte de confiance, un sentiment d'inutilité qui peuvent conduire à une forte dégradation de la santé. Et nous allons voir tout à l'heure dans les actions très concrètes qui seront présentées que le travail sur la confiance en soi, sur la réestime de soi est extrêmement importante pour accompagner les personnes vers une prise en charge de leur santé de manière globale. Alors, cette situation de grande précarité, je dirais qu'il y a une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que la mauvaise santé est parfois une cause et une conséquence de la pauvreté, puisque la maladie grave, la maladie importante, les soucis de santé importants peuvent déstabiliser la situation économique de la famille, diminuer des capacités d'apprentissage des personnes et puis donc compromettre évidemment leur qualité de vie en perdant en revenus et en créant ou en perpétuant ainsi une situation de précarité économique. Alors, nous avons un système de santé en France qui connaît une crise importante. Les inégalités de santé, elles se creusent, elles sont renforcées par des accès aux droits et aux soins non égalitaires, une complexité du système de santé, et là aussi, les exemples que nous allons, très concrets, que vous allez découvrir tout à l'heure, se situent aussi dans l'accompagnement des personnes pour comprendre l'accès aux soins et les accompagner et les aider dans cet accès aux soins. Donc,
pour réduire ces inégalités sociales de santé dans un système complexe, des actions sont à mener pour les réduire. Donc, ce que je viens d'évoquer, l'amélioration de l'accès aux soins, la couverture sociale, le coût des soins, mais aussi la compréhension du système de soins, et puis aller vers des actions de prévention et de promotion de la santé qui vont accompagner les personnes et les aider dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, nous allons voir des exemples très concrets, soutenus par la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale, qui vont vers des populations éloignées du système de soins pour des raisons extrêmement diverses. Alors, l'action de la Fondation, Émilie Habert vous l'a rappelé tout à l'heure, l'ambition de la Fondation, c'est sensibiliser et former les citoyens à la maîtrise des risques de santé, agir pour tous les âges, pour toutes les populations, afin de vivre mieux et plus longtemps. Alors peut-être quelques rappels sur la contribution de la Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale. Bon, elle se situe dans une politique de mécénat. Donc, bien sûr, elle n'intervient pas en subsidiarité des acteurs publics. Et puis, dans ses actions, dans son intervention, elle agit en priorité sur l'environnement du malade. Elle intervient sur les actions de prévention santé, sur les actions d'accompagnement social des patients, pour leur permettre donc d'améliorer leurs conditions de vie. Elle soutient surtout des actions collectives innovantes. C'est un axe très important dans la politique donc, et dans la feuille de route de la Fondation AG2R La Mondiale, c'est d'aller soutenir des actions innovantes qui permettent de mieux organiser l'accompagnement et la prévention, et puis d'être au plus près, bien sûr, des territoires, des populations, en privilégiant des approches territoriales et des initiatives originales. Donc, comme l'a rappelé Émilie Habert, la Fondation donc AG2R La Mondiale engage un appel à projet annuel ciblé sur une thématique. Donc, en 2022, cet appel à projet a porté sur la thématique santé et précarité, avec l'objectif de garantir l'accès de toutes et tous à la santé, en particulier pour les personnes plus démunies. Et on peut rappeler l'appel à projet précédent qui était justement en direction des jeunes. Les jeunes, je viens de les citer comme une population touchée par la grande précarité. L'appel à projet précédent était donc sur la question santé et jeunes. Voilà, je vous repasse la parole, Émilie, pour présenter nos partenaires associatifs et très concrètement leur action envers les populations en situation de précarité. Merci beaucoup Sylvie pour ces propos introductifs qui vous redonnent bien notre cadre d'intervention à la Fondation. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 de nos lauréats de notre appel à santé 2022. Fatem Zahra Benis de l'association Icambéré, vous êtes directrice adjointe et vous nous présenterez pour commencer ce tour de table votre association et ses actions. Ensuite, je donnerai la parole à Andrew McKnight de Deux Pôles France. Vous êtes directeur de Deux Pôles France et vous êtes sur un public sans domicile fixe. Et puis Isabelle Cézanne, Provence Verte Solidarité, vous êtes coordinatrice et là, on part plus sur des dispositifs d'aller vers le milieu rural. Pour commencer, Fatem Zahra Benis, je vous propose de prendre la parole pour Icambéré, nous dire qui vous êtes, quelles sont vos actions, quel est votre regard sur cette thématique santé et grande précarité, voilà vos constats, vos perspectives, puis l'action quotidienne d'Icambéré pour un public bien précis. Merci beaucoup, Émilie. Donc, merci à la Fondation AG2R d'avoir convié Icambéré à cette web-série sur la thématique de la santé et de la grande précarité, qui sont des sujets forts et historiques pour l'association Icambéré, qui est une association qui a été créée en 1997 par Bernadette Reguera, qui est l'actuelle directrice, avec pour mission historique d'accompagner vers l'autonomie des femmes en situation de grande précarité vivant avec le VIH. Donc ça, c'était en 1997, suite à un travail universitaire qu'elle a mené sur les femmes et les enfants migrants face au VIH en Île-de-France. Elle a rencontré des femmes extrêmement isolées, extrêmement précaires et pour lesquelles l'enjeu de la maladie venait s'ajouter à un contexte social et économique déjà très compliqué. Donc au départ, elle décide de créer un lieu de vie, une maison pour permettre à ces femmes de se retrouver et avec pour valeur essentielle la paire-aidance, pour permettre à ces femmes de retrouver une communauté d'entraide et pour pouvoir identifier les clés pour leur permettre de retrouver la capacité d'agir et le pouvoir d'agir. Donc, quelle est notre action très concrètement ? Historiquement, comme je le disais, on a un centre d'accueil de jour à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis,
On accompagne près de 500 femmes par année qui sont donc touchées par le VIH et qui nous sont orientées par les professionnels de santé en grande majorité. Suite à cette première expérience de maison d'accueil destinée aux femmes vivant avec le VIH, Ikambere a souhaité déployer sa méthodologie d'action. Je reviendrai plus tard sur la spécificité de sa méthodologie, mais on a décidé de créer un nouveau lieu qui s'appelle Igikali, qui est situé à Ivry-sur-Seine, dans le Val d'Oise, dont l'objectif est d'accompagner toujours des femmes en situation de précarité qui vivent avec un diabète, une obésité, une hypertension artérielle. Je voulais vous partager quelques chiffres clés par rapport à cette relation entre précarité et maladie chronique. On sait que le VIH, l'obésité, le diabète ou encore l'hypertension artérielle sont considérés aujourd'hui comme des épidémies mondiales et les populations précaires sont particulièrement vulnérables face à ces pathologies, car la précarité, comme vous le disiez, Émilie, en introduction, favorise leur développement et aggrave l'état de santé de ces personnes. Et je vais vous donner un chiffre assez parlant. Par exemple, chez les 35-59 ans, la prévalence du diabète parmi les personnes précaires est de 6% contre 1% pour le reste de la population. Et chez les 60-80 ans, cette prévalence atteint 17% contre 4% pour le reste de la population, générale. Donc, accompagner les personnes en situation de précarité qui vivent avec une maladie chronique s'avère particulièrement important et essentiel. Et on se rend compte que le système de soins, aujourd'hui, le système de santé, est peu armé à la prise en compte de la précarité dans l'accompagnement de ces personnes. Donc, concrètement, nous, comment on fait à Ikambere ? Notre méthodologie ça se décline autour de 4 axes principaux. Déjà, le suivi social et la réponse aux besoins urgents. Donc, le premier accueil dans nos maisons est réalisé par des assistantes sociales ou des travailleurs sociaux qui permet à chaque personne, à chaque femme d'accéder aux droits, aux soins et à un logement digne. On distribue des colis alimentaires, des produits d'hygiène et des aides matérielles sont aussi distribuées aux femmes. Le deuxième axe, c'est celui de la santé physique. Donc, comment on le fait concrètement ? On a un programme d'éducation thérapeutique pour permettre aux femmes de mieux comprendre leur pathologie, de mieux comprendre l'importance de bien prendre son traitement. On propose également de l'activité physique adaptée, de la danse, du yoga, du fitness et également des actions d'éducation à la santé, comme je le disais, en termes de prévention, de santé sexuelle ou encore d'autogestion de la pathologie. Aussi, on intervient sur le volet de la santé mentale. Les femmes qu'on accompagne sont particulièrement déstabilisées du fait de l'annonce de la maladie, mais qui s'ajoute à un contexte, comme je le disais, un contexte global complexe. Beaucoup souffrent d'isolement. Donc, pour favoriser la rupture de l'isolement, l'expression de soi et la réduction du stress, beaucoup de femmes souffrent d'énormément de stress. Les femmes peuvent se retrouver chaque midi autour d'un repas fait maison et participer à des groupes de parole thématiques, à des ateliers, comme vous le voyez à l'image de socio-esthétique ou encore des activités artistiques. Et enfin, l'autonomie, l'accès à l'autonomie ne peut être complet sans l'insertion sociale et professionnelle. Donc, en plus de ces 3 axes essentiels, on a ajouté un pôle insertion professionnelle avec une équipe de conseillers en insertion professionnelle qui accompagne les femmes qui sont en capacité de travailler, qui peuvent travailler, à l'élaboration d'un projet professionnel en partenariat avec des chantiers d'insertion et des entreprises d'insertion. Donc, cette méthodologie est possible grâce à une équipe pluridisciplinaire qui est mise en place dans nos 2 centres à Saint-Denis et à Ivry. Et au-delà de ces actions qui sont menées à destination des femmes malades, Ikambere a développé depuis de nombreuses années des actions d'aller vers au travers de la médiation en santé, où des équipes de médiatrices en santé sont présentes dans des lieux comme des centres d'hébergement d'urgence, des foyers de travailleurs migrants, mais également dans les hôpitaux, dans les salles d'attente des hôpitaux, pour pouvoir accompagner les personnes éloignées du système de santé à mieux comprendre les démarches qu'elles doivent effectuer et aussi à les accompagner dans le fait que le soin soit, qu'il n'y ait pas de rupture de soins ni de perte de vue de la part des professionnels de santé, parce que la précarité, souvent dans un contexte de précarité, la santé est la dernière roue du carrosse et on sait à quel point c'est essentiel.
Donc, la fondation AG2R, on a été lauréat de la fondation AG2R lors de l'appel à projet en 2022, et notamment pour nous accompagner donc, sur ce programme EGICALI destiné aux femmes vivant avec un diabète, une obésité, une hypertension artérielle. Et ce projet a la spécificité qu'il est accompagné d'une étude, d'une recherche interventionnelle qui est menée par une doctorante en santé publique. Et notre objectif, c'est réellement de mesurer l'impact de l'accompagnement sur l'amélioration de la santé, mais aussi sur l'amélioration des conditions sociales et économiques des femmes accompagnées. Et notre objectif, c'est dans 3 ans de pouvoir avoir des éléments, des chiffres fiables, des données fiables pour imaginer un essaimage de cette démarche sur d'autres territoires en France où on sait que beaucoup de professionnels de santé se sentent parfois démunis face à l'accompagnement des personnes en situation de précarité. Merci beaucoup, Fatem, pour la présentation de Ikambere, de vos actions. Donc, vous avez cité certaines méthodes utilisées par Ikambere, comme la paire aidance, l'éducation thérapeutique, l'éducation à la santé, vraiment d'avoir un accompagnement complet des personnes, d'aller les chercher, d'éviter les ruptures des parcours. On sent toute la fragilité de ces publics et la nécessité d'avoir un accompagnement très proche et quotidien pour les aider à prendre soin d'elles-mêmes. Et donc, vous proposez divers dispositifs. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Andrew McKnight de Pôle France. Donc, Andrew, écoutez, je vous laisse nous présenter qui est de Pôle France, ce que vous faites et puis comment vous travaillez avec les publics en situation de grande précarité. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Peut-être juste pour organiser mon temps, je vais présenter rapidement l'association et nos activités. Ensuite, je vais vous donner quelques éléments de contexte concernant les sans-abri. Et enfin, je vais partager nos actions avec les sans-abri autour de la santé. Alors, pour parler de l'association de Pôle, a été créée en 2013 pour au manque d'accès à l'hygiène pour les personnes sans abri. C'est un public avec une santé très fragile. Et notre mission aujourd'hui est d'utiliser l'hygiène et la santé comme point de départ pour créer du lien et aller progressivement avec chaque personne vers un accompagnement global et même une sortie de rue. En 2 actions principales, un dispositif d'hygiène mobile qui s'appelle Mobile Douche et qui nous permet d'aller vers les personnes dans la rue, là où elles sont. À Paris et à Avignon, dans un camping-car, nous leur proposons une bonne douche chaude, des vêtements propres et un temps convivial autour d'un café. C'est l'occasion aussi d'écouter, orienter et même de faciliter les soins par des équipes médicales qui peuvent organiser leur intervention une fois la douche prise. Et là, vous voyez Sylvie dans la photo qui est dans la mobile douche. L'année dernière, nous avons rencontré 185 personnes et nous avons fait plus de 900 douches. La deuxième action concerne notre accueil de jour qui est basé dans le 15e arrondissement de Paris. L'accueil Périchaud accueille une quarantaine de personnes par jour dans un lieu qui est chaleureux. C'est un lieu où les personnes peuvent se poser, prendre un petit déj, prendre une douche, laver leurs vêtements, consulter un médecin, une infirmière ou un travailleur social. Et l'année dernière, nous avons accueilli plus de 250 personnes différentes, hommes et femmes. En termes d'effectifs, l'association compte 3 salariés et 80 bénévoles. Donc la santé, vraiment dans son sens le plus large, est au cœur de nos actions. Et il faut dire que les besoins dans ce domaine sont immenses. À Paris, il y a plus de 3000 personnes qui ont été dénombrées dans les rues en février. Et puis on sait aussi que la vie à la rue, bon, c'est pas très bon pour la santé des personnes. On constate aussi des difficultés d'accès aux services, beaucoup de stigmatisation, une très forte désocialisation parmi les sans-abri, qui sont souvent surexposés aux problèmes de santé aigus, donc psychiatriques, cardiaques, respiratoires, diabète, maladies infectieuses. Et ces difficultés d'accès aux services, ça conduit aussi à des diagnostics assez tardifs. L'âge moyen des morts dans la rue est de 49 ans.
Et le non-recours, le refus de soins est aussi un vaste sujet. Donc, ce sont tous des enjeux majeurs et c'est pourquoi l'hygiène et la santé nous semblent alors être des sujets très riches et utiles. Mais je pense aussi que ce sont des sujets par lesquels les sans-abri peuvent redevenir acteurs de leur vie. On n'a pas besoin de remplir un dossier administratif pour prendre une douche, par exemple. On peut décider, comme Thomas le fait souvent chez nous, de prendre sa vie en main et faire un effort pour être propre. Il a dit l'autre jour, « J'ai trop traîné à la rue ces derniers temps, je me suis laissé aller, je passerai demain tôt pour prendre une douche et faire ma lessive. » Donc tu commences ou peux commencer par la douche. Et c'est vrai que la douche devient très souvent le symbole d'un nouveau départ. Nous entendons les accueillis nous dire « ça fait du bien, je suis comme un nouveau-né, la douche me donne de l'énergie pour la semaine, ça y est, je suis de nouveau présentable ». Donc un accès à l'hygiène, un soin de base, renforce l'estime de soi et peut donner lieu à des impacts très variés. Une régularité dans leur présence au sein de l'association, un sentiment d'être respecté, un sentiment d'appartenir à nouveau à la société, une volonté de respecter les autres, une volonté de se faire soigner, corps propre, un désir de renouer contact avec la famille, un état mental plus apaisé. Et tout est fait vraiment chez nous pour renforcer l'importance d'une bonne hygiène et une attention à la santé. Les locaux sont propres, ça sent bon, il y a plein de crèmes, de parfums. Les bénévoles vont toujours dire « Ah bah, vous êtes beau quand quelqu'un sort de la douche ». Et quand on est mieux dans son corps, on est mieux dans sa tête, c'est ce que nous disait Gabriel. Et je crois que si on est mieux dans sa tête, on peut peut-être aussi imaginer d'autres démarches et un autre avenir. Pour vous donner un exemple, après sa douche, Jamal se regarde dans la glace. Ce n'est pas évident de vivre dans la rue. Moi, je cours après l'hygiène. J'ai besoin de la douche pour me sentir propre, mais regarde mes dents. Bon, ça fait 36 ans que je ne suis pas lavé les dents, mais il faut que je voie un dentiste quand même. Et les dents, bon, ça devient un projet pour Jamal, parce que qui dit dentiste dit carte vitale, il n'en a pas. Donc, pièce d'identité, rendez-vous à la mairie, pas de rendez-vous possible sans adresse. Donc, il lui faut une domiciliation. Et tout d'un coup, s'enclenchent des démarches administratives qui sont bien utiles pour Jamal parce qu'il a exprimé une envie de refaire ses dents. Et du coup, pour nous, l'hygiène peut amener les personnes vers une prise en compte de leur santé et d'autres projets. Au sein de l'accueil de jour, nous avons un pôle santé, 2 médecins et 3 infirmières proposent des permanences tous les jours. Et plus de 120 personnes sont passées par l'infirmerie l'année dernière, donc plus de la moitié des personnes accueillies, ce qui montre la demande et l'intérêt pour ce service. Les sans-abri ont leur propre sensibilité sur les questions de santé. Il est plus important d'écouter que de soigner tout de suite. Voilà les paroles très sages d'une des infirmières. Et le pôle santé est d'abord un lieu d'échange et d'écoute. Si Stéphane, qui a des gros problèmes cardiaques, vient nous voir pour parler de son genou et ne veut pas du tout discuter de son cœur, on ne va pas décider à sa place. On va regarder son genou pour qu'un jour, il va avoir assez de confiance dans l'équipe pour dire « bah, en fait, j'aimerais aussi que tu m'aides avec mes problèmes cardiaques ». On fait de la bobologie, on a une pharmacie un peu comme à la maison, on oriente et on accompagne vers la médecine générale ou vers les hôpitaux. Gérer les traitements est compliqué quand on vit à la rue, on se fait voler ses affaires, on oublie son sac, on oublie de prendre les médicaments. Du coup, on garde aussi les médicaments et on peut préparer les traitements pour le jour ou le week-end ou la semaine. Piotr, qui est dans la photo, il a 16 comprimés à prendre tous les jours. Il ne comprend pas très bien le français et du coup, pour lui, on a un système de boîtes avec des couleurs différentes pour qu'il sache quels médicaments sont à prendre le matin et le soir. On fait de la médiation, on accompagne au rendez-vous. On est, je pense, à la fois l'agenda, le réveil, le béquille, l'interprète, celui qui patiente. On peut aussi rendre visite pendant une hospitalisation. Quelquefois, les médecins ne se rendent pas compte de ce que c'est la vie à la rue. Or, il est important de prendre en compte les conditions de vie des personnes dans le choix des traitements. Donc, on est là aussi pour expliquer et pour rassurer sur les deux côtés.
Nous suivons les traitements et les consultations après la sortie de l'hôpital. Nous pouvons expliquer les ordonnances, comment prendre les traitements. Est-ce que je peux prendre ça avec une bière? C'est une question qui est souvent posée. Et on fait tout cela pour essayer d'amener les personnes de la rue vers un parcours de soins, pour sécuriser ce parcours et pour encourager les personnes à être vraiment le plus autonomes possible dans la gestion de leur santé. Je termine juste avec l'histoire de Francis qui illustre bien l'impact de ce parcours hygiène santé que nous avons au sein de l'accueil. Francis a 62 ans, 35 ans de rue, n'a jamais travaillé dans sa vie. Il a 2 maladies chroniques, il est alcoolique, il a une personnalité un peu associable selon les moments. Il refuse des propositions d'hébergement. Mais une nuit, il se blesse gravement en essayant d'escalader un mur pour dormir dans un jardin. Il va à l'hôpital et en sortant, il nous dit « Je suis fatigué de la rue, j'ai plus la force ». Sur une période de 2 ans, nous travaillons avec Francis sur le plan administratif et sur le plan santé. Des consultations avec des spécialistes pour ces maladies chroniques, la mise en place de traitements et des rendez-vous de contrôle, des papiers d'identité, des demandes d'hébergement refusées ou qui ne marchent pas parce que Francis ne supporte pas le collectif. Et enfin, une proposition d'une place en appartement de coordination thérapeutique où il y a à la fois un accompagnement social et un accompagnement santé. Il y est toujours depuis plus de 9 mois, donc on croise les doigts pour que ça dure. Francis continue à boire, mais au moins il peut boire dans sa chambre. Il continue à venir nous voir pour garder les liens, mais c'est lui qui gère maintenant ses traitements, c'est lui qui va à ses rendez-vous médicaux comme vous et moi. Et c'est à nos yeux une belle réussite car il a vraiment la situation la plus stable qu'il n'a jamais eue. Donc, pour finir, travailler avec les sans-abri sur les questions de santé est chronophage. Ça demande beaucoup de temps, de patience, de souplesse, de créativité. Mais ce travail, déjà, il sauve des vies et des nouvelles portes peuvent s'ouvrir vers une santé plus globale et vers une possible réinsertion sociale. Merci beaucoup, Andrew. Merci pour avoir reporté les propos de certaines des personnes que vous accompagnez. On note dans votre présentation cette progressivité nécessaire dans l'accompagnement des publics très éloignés de la santé et des systèmes de santé, et puis cette méthode que vous appliquez des petits pas et le temps long que vous accordez à ces personnes. Merci beaucoup, Andrew. Je vais maintenant passer la parole à Isabelle Cézanna, qui est coordinatrice de l'association Provence Verte Solidarité, donc qui est une association de promotion de la solidarité de la santé sur les territoires Provence Verte Verdon. Et je vous donne la parole pour nous présenter votre action, vos actions à destination d'un public là isolé, plutôt milieu rural, et nous dire de quelle manière vous allez toucher ces publics-là et vous travaillez avec eux. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Voilà. Donc, je suis la coordinatrice d'une association qui a été créée en 2010 dans l'Ouest au Var, dans l'arrière-pays varois. Et on a deux activités principales qui sont d'une part l'accès aux soins et d'autre part l'accès au numérique avec l'intervention d'un écrivain public aussi conseiller numérique pour solutionner des problèmes d'illettrisme et d'électronisme. Plus anciennement, on a ces actions d'accès aux soins qui sont d'une part Promo Soins Brignoles, un espace de santé fixe pour les personnes qui n'ont pas de couverture maladie, et Promo Soins Itinérants qui est complémentaire de cette action et qui va dans les villages, les 43 villages de notre territoire d'intervention qui regroupent une communauté de communes et une communauté d'agglomération. Donc c'est un territoire à la fois périurbain et rural. Donc, Promo Soins Brignoles, c'est l'action la plus ancienne. C'est un espace de santé avec un accueil un peu plus convivial que ce qui existe dans les lieux médicaux ordinaires. Un accompagnement social pour rétablir la couverture maladie et réduire les restes à charge pour les soins. Et comme cela, ça prend du temps. On soigne dans l'intervalle s'il y a un besoin de soins. Donc, on a toute une équipe de médecins, généralistes bénévoles, une diabétologue, endocrinologue bénévole, une pharmacienne avec une pharmacie qui sont bénévoles, une chirurgienne dentiste et des assistants dentaires qui sont bénévoles aussi. Et les assistants dentaires, on les a formés sur le tas.
Et donc, tout ça, ça nous permet de résoudre les questions d'accès aux soins pour les personnes qui n'ont pas de couverture maladie. Et il y a 4 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque sur le territoire, c'est-à-dire qu'on a fait un diagnostic partagé et on a trouvé qu'il y avait un besoin d'accompagnement, de médiation en santé différent qu'il fallait faire, complémentaire, pour que les personnes qui sont isolées dans les villages puissent accéder aussi aux soins. Et souvent, ces personnes, en fait, elles ont une couverture minimale. Donc, elles ont une CSS, l'ancienne CMU, ou bien une couverture PUMA de base sans complémentaire, ou bien une couverture complète, mais ce sont des gens qui n'utilisent pas leurs droits, donc qui sont en situation de non-recours, parce que pour eux, la santé, c'est plus une priorité depuis parfois de longues années, parfois 10, 20 ans sans se soigner. Et donc, on a des orientations par les travailleurs sociaux et les associations et les centres communaux d'action sociale du territoire. Et on se rend en itinérance sur 4 lieux de permanence dans 4 villages bien géographiquement répartis qui sont Saint-Maximin, Riance, Barjol et Carcès. Et là, on se rend dans les centres communaux d'action sociale, dans une association pendant l'épicerie sociale et solidaire, ou bien dans le centre de solidarité du département, l'UTS, ou la protection maternelle et infantile. Et donc, c'est un binôme, l'intervention se fait par un binôme médiatrice sociale. Donc, c'est bien un projet de médiation en santé pour lever les freins d'accès à la santé. Et elle est accompagnée d'une infirmière de prévention. Et à elle deux, elle mène un premier diagnostic de premier recours des situations des personnes, un diagnostic à la fois social et médical, qui permet d'enclencher un accompagnement social pour rétablir les droits, compléter les droits et beaucoup expliquer le système, le fonctionnement du système de santé. Et puis le volet médical, c'est comment on peut réenclencher un parcours de soins, se remettre en tant qu'acteur de sa propre santé, accepter d'aller faire des diagnostics, de rencontrer des professionnels médicaux à nouveau, même si on a eu des mauvaises expériences par le passé. Voilà. Et cette équipe, elle est complétée par des chauffeurs bénévoles puisque on a un problème de mobilité sur le territoire et donc lorsqu'il faut aller sur les lieux de soins, il faut parfois conduire les personnes. C'est un accompagnement à la fois de transport, mais aussi humain pour déstresser lors des rendez-vous médicaux. Et donc, il y a des bénévoles pour ça. Moi-même, je m'y colle parfois aussi pour compléter l'équipe. Voilà. Et puis, lorsqu'on a des situations complexes plus, on va jusqu'au domicile des personnes. Ça arrive de plus en plus souvent. À la demande des travailleurs sociaux, on nous dit ben, c'est une personne qui est alcoolisée, qui ne peut pas se déplacer, ou c'est une personne qui est très malade, il faut pouvoir aller jusqu'à elle. Donc, on va parfois jusqu'au domicile des personnes. Et on complète cette intervention par des ateliers de prévention à la demande, de prévention santé à la demande et sur site. Donc, ce sont les partenaires qui nous disent ben, on aimerait bien que on a des gens qui ont telle envie de pouvoir accéder à des ateliers de prévention et on les organise avec vous et vous venez. C'est par exemple le cas, ça s'est passé avec des jeunes sur la commune de Riance récemment. C'est une action qui s'appelle le bus des possibles qui est portée par les apprentis d'Auteuil et qui consiste à redynamiser dans un parcours socio-professionnel des jeunes invisibles des villages. Et donc, on est allé faire d'abord un atelier de prévention santé avec eux. Et ça a permis d'enclencher derrière des interventions individuelles auprès de certains de ces jeunes qui sont venus nous voir après pour consulter dans notre dispositif. Voilà, donc le public qu'on reçoit, en fait, il est peu, mal ou incomplètement couvert au niveau de sécurité sociale. C'est un public précaire, c'est un public souvent isolé, souvent en souffrance psychologique, avec des pathologies qui sont complexes par rapport à ce qu'on peut rencontrer à Promo-Soins-Brignoles, par exemple, parce que ce sont des gens qui se sont laissés aller pendant de nombreuses années, ils ne se sont pas soignés, ils se sont mal soignés, ils refusent de se soigner, ils ont eu des mauvaises expériences avec les personnels médicaux qu'ils ont rencontrés. Donc, ce sont des publics qu'il faut vraiment reprendre de façon globale par des entretiens. Le premier entretien, par exemple, il dure 1 heure. Et on balaye toute la vie de la personne et on essaye de trouver les portes d'entrée qui permettent de les remettre dans une dynamique personnelle de retour vers un parcours de soins. Alors, les problématiques du territoire, en fait, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mobilité parce qu'on a un réseau de bus qui est presque inexistant. Il est surtout consacré au transport scolaire et donc ça pose des problèmes pour ceux qui n'ont pas de voiture.
On a une population qui se précarise pas mal. Il y a une grande disparité entre les plus riches et les plus pauvres sur le territoire. On est un milieu rural où il y a beaucoup de gens de la ville qui viennent se mettre au vert et puis ensuite qui découvrent la difficulté de la vie en ruralité. On a des problématiques fortes d'isolement des personnes dans le cœur des villages. On a beaucoup de souffrances psychologiques et on est en proie à, comme tout le monde, à la désertification médicale. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on transporte vers les lieux de soins, on doit transporter hors de notre territoire, vers le littoral ou les grandes communes, les grands pôles urbains, pour accéder aux spécialistes ou aux hôpitaux. Notre objectif principal, donc, c'est vraiment la levée des freins pour l'accès aux soins, mais c'est aussi remettre énormément d'humains dans la santé. On ne veut pas être technique, on ne veut pas être administratif, on veut être vraiment très humain dans l'accompagnement à apporter. Voilà. Et puis, on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres dispositifs qui existent. J'ai cité tout à l'heure le bus des possibles, mais il y a aussi chez nous un gynécobus qui vient d'être créé. On a suivi la création de ce dispositif depuis des années. C'est aujourd'hui porté par l'hôpital local et ça permet aux personnes qui n'ont pas pu avoir de soins gynécologiques depuis de nombreuses années de bénéficier de ce bus qui va de village en village et qu'on utilise pas mal. On utilise aussi beaucoup le XAPAL, c'est-à-dire le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de l'hôpital, pour tout ce qui concerne les problèmes d'addiction. Et puis, on travaille étroitement avec une convention avec l'hôpital psychiatrie de secteur, avec l'équipe mobile de psychiatrie qui peut intervenir jusqu'au domicile des personnes sur signalement pour pouvoir enclencher un parcours d'accompagnement. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était aussi de dire que c'est une action qu'on essaye de pérenniser depuis 4 ans qu'elle existe. Ça a d'abord fait l'objet d'une expérimentation européenne dans le dispositif LEADER qui permet de financer des projets en zone rurale. On a ensuite fait appel à d'autres financeurs privés et publics. Et depuis cette année, je suis arrivée à mettre autour de la table l'ensemble des partenaires publics de manière à enclencher une pérennisation sur les 3 prochaines années, ce qui nous apportera un confort de travail. Et nous sommes déjà en train de développer une 5e permanence pour pouvoir développer cette action un peu plus amplement sur le territoire. Et donc, tous les soutiens, toutes les cautions, toute la reconnaissance qu'on peut avoir par des divers partenaires, c'est un point très important pour nous, puisqu'on a un projet qui vraiment se situe aux interstices entre les besoins, les réponses apportées, l'écoute qu'on peut avoir des partenaires. Et donc, c'est un projet qui répond à un réel besoin sur le territoire, mais il faut qu'on puisse le faire reconnaître par toutes les parties prenantes. Et c'est ce à quoi je m'attache à faire avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle, merci pour la présentation de Provence Verte Solidarité, de votre espace de santé fixe combiné à votre projet promo soins itinérants. On comprend dans vos propos cette difficulté d'accès aux soins pour les personnes isolées et dans des milieux, dans des secteurs isolés où se pose évidemment la question de la mobilité. Et puis, la complexité de faire financer ces dispositifs où l'humain dans la santé prend beaucoup de temps et la nécessité de travailler le partenariat avec tous les acteurs du territoire. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de donner la parole à notre témoin de l'épisode, Julia Fernandez. Vous êtes chargée de mission à la Fondation Aménage, donc fondation qui s'intéresse aux questions de santé. Et vous avez un regard assez large sur l'ensemble de cette question de la santé, de la précarité et des projets qui ont été présentés. Je vous donne la parole, peut-être nous dire qui est la Fondation MNH, comment vous intervenez et agissez, et puis apportez votre regard sur ce sujet. Oui, merci beaucoup Émilie et merci à la Fondation AG2R pour l'invitation à intervenir dans le cadre de ce webinaire. Et merci beaucoup aux intervenants pour tous leurs témoignages et à vrai dire, pour rien vous cacher, on les connaît très bien à la Fondation MNH puisque tous les 3 ont été lauréats d'un appel à projet chez nous et on les a tous accompagnés pendant 3 ans. Donc, ça nous fait plaisir de les retrouver aujourd'hui et de pouvoir encore une fois de bénéficier de leur éclairage sur des sujets d'accès à la santé des plus précaires. Avant de poursuivre, et comme l'a dit Émilie, peut-être quelques mots de présentation de la Fondation MNH. Donc nous, on est une fondation d'entreprise qui a été lancée en 2019 par la Mutuelle nationale des hospitaliers
Et aujourd'hui, notre mission, c'est de prendre soin de l'humain dans la santé, avec des projets qui vont s'inscrire dans 2 domaines d'action, depuis, début d'année 2023, à savoir la médiation en santé, donc au bénéfice des personnes éloignées du soin, en situation de vulnérabilité. Comment on leur permet de raccrocher un parcours de santé de bien co de droit commun. Et le deuxième axe de notre intervention, c'est la santé des professionnels de santé eux-mêmes à travers le déploiement de projets de recherche, donc recherche académique, universitaire, etc., autour de cette problématique particulière. Donc depuis 2019, nous, on a pu financer et accompagner 30 projets déjà. Donc voilà pour une courte présentation de la Fondation MNH. Et pour revenir sur ce qui a été dit par les intervenants, effectivement, Andrew, Fatem Zahra et Isabelle ont bien mis en évidence toute l'importance en fait de l'accueil inconditionnel, de l'accompagnement holistique, de l'importance de l'échange et de l'écoute de ces personnes en situation de grande précarité. Et ce qui nous aussi nous est remonté, c'est tout l'intérêt en fait de ne pas décider à la place de la personne, mais de faire avec elle, comme le disait Andrew tout à l'heure. Et finalement, c'est cette prise en charge complète, personnalisée, qui permet aux personnes éloignées du soin de finalement reprendre confiance, de vouloir se réintéresser à leur santé, et c'est l'étape clé et la première étape pour sécuriser ces personnes vis-à-vis de leur propre santé et in fine pouvoir les réinscrire dans un parcours de santé de droit commun. Ce qui a été également mis en évidence, c'est, tout le la non-préparation du système de santé finalement à la prise en charge de ces particularités et de ces situations de grande précarité. D'où l'importance aussi d'aller parler, d'aller sensibiliser les acteurs de la santé, les professionnels de santé à toutes ces problématiques et à la prise en charge particulière de ces publics particulièrement fragiles. Et finalement, le thème, de la santé de la grande précarité, c'est un thème qui nous unit, Fondation MNH et Fondation AG2R. Il met en avant évidemment, le sujet des inégalités de santé et les solutions qui sont apportées sur le terrain. Nous, on se demande, toujours à la fondation, c'est au-delà du soutien financier qu'on accorde en tant que mécène à ces projets, il y a toujours un enjeu d'aller plus loin. Comment on accompagne les projets qui apportent des réponses concrètes sur le terrain? Comment on les valorise? Comment on va essayer de pérenniser des initiatives qui fonctionnent? Donc nous, on a décidé de mettre en place un accompagnement, très ambitieux finalement des projets, avec des visites de terrain, un suivi régulier des mises en relation quand cela est possible, et aussi de la production de connaissances, de contenu au bénéfice des projets afin de les valoriser et de les faire connaître. Mais surtout pour nous, ce qui est devenu, clé et ce qui nous est apparu comme extrêmement nécessaire, c'est d'aller évaluer l'impact social de ces projets sur les bénéficiaires. L'objectif, c'est d'aller identifier de manière scientifique, en fait, l'impact des actions, menées par les porteurs de projets sur leurs bénéficiaires finaux. Donc au-delà du financement, finalement, nous, on a choisi aussi d'ajouter cette brique particulière à notre accompagnement et de donner l'opportunité aux porteurs de projets de bénéficier d'un accompagnement à l'évaluation d'impact social pour pouvoir avoir la preuve de leur impact et de pouvoir, quelque part challenger leur action aussi, convaincre de nouveaux financeurs, essaimer leurs projets quand cela est possible, hein, réorienter, piloter et cetera. Depuis, 2020, on a pu accompagner 16 projets autour de l'évaluation d'impact social, et nous, en parallèle, on a publié 2 évaluations d'impact social de la Fondation MNH, puisqu'au-delà d'aller outiller nos porteurs de projets, nous aussi, on a souhaité aller évaluer comment on avait un impact en tant que mécène sur nos bénéficiaires et sur nos porteurs de projets. Et enfin, pour revenir à tout, ce webinaire et à l'engagement aussi de la Fondation, AG2R autour de ces problématiques de santé, l'enjeu pour nous, finalement, c'est de faire connaître, donc ouvrir le dialogue avec d'autres mécènes, faire se rencontrer les porteurs de projets, ouvrir des portes quand cela est possible, voilà, avec des acteurs institutionnels. Et c'est pour ça qu'on est vraiment ravis, de pouvoir être en lien avec d'autres fondations comme la Fondation
AG2R qui est venue nous chercher il y a quelques mois et on est vraiment ravis de cet échange et également avec d'autres fondations qui s'emparent du sujet. C'est important pour nous d'échanger, de travailler ensemble pour finalement accompagner, promouvoir des projets de terrain, comme on a vu, hein, qui apportent des réponses vraiment concrètes et efficaces aux enjeux d'accès à la santé, d'accès aux droits et d'autonomisation des populations dans une logique de raccrochage en fait de son parcours de santé. Et c'est grâce à cet échange et à ce lien créé entre nous que les 3 projets qui ont témoigné aujourd'hui peuvent bénéficier d'un nouveau soutien financier de la Fondation AG2R après avoir bénéficié d'un accompagnement de la Fondation MNH. Et c'est vraiment quelque chose dont on se réjouit côté Fondation MNH. Merci Tout à beaucoup, fait. Julia. En tout cas, voilà, le travailler ensemble au soutien de ces projets à leur pérennité sur les territoires, on est ravis de pouvoir le faire. C'est vrai que santé et grande précarité, c'est un sujet pas facile. Nos acteurs associatifs nous ont montré les différentes manières, les différents dispositifs pour accompagner des publics très, très éloignés des questions de santé, du prendre soin de soi, des dispositifs d'aller vers, de médiation, de pair et danse, d'accompagnement global, mais surtout beaucoup d'écoute, de l'échange, du temps long. Il faut vraiment aller chercher ces personnes, trouver une petite porte d'entrée pour les accompagner plus largement vers la santé et réenclencher un parcours de santé, comme vous l'avez dit, Isabelle, et puis nécessaire de travailler la confiance, la mise en confiance, hein, et puis travailler sur les droits, voilà, par une approche progressive. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages, la présentation de vos actions. Un grand bravo à nos partenaires associatifs. Vous faites un travail vraiment formidable. Merci à tous. Et puis, nous vous donnons à la Fondation rendez-vous vendredi 30 juin 2023 pour notre 3e épisode de l'année qui fera un focus sur la ruralité et en sortant de la thématique santé, mais plutôt des projets ancrés dans les territoires ruraux. Merci à tous et à très bientôt.